Bienvenue dans Histoire rocambolesque. C'est notre tout premier numéro et déjà je suis toute ravie d'être à votre service. La société est fondée sur l'injustice. Malgré que les hommes par convention aient créé le droit pour s'assurer de l'application de la justice, il n'en demeure pas moins qu'au quotidien, nous faisions face aux actes et aux décisions contraires à la justice. C'est aussi le cas de George Steiny, un Afro-Américain de 14 ans qui avait fait les frais d'une injustice sans pareil, ceci en grande partie à cause de la couleur de sa peau. Je vous propose de vous installer confortablement car le déroulé de cette intrigue juste après le générique. George Steiny Jr., jeune afro-américain qui a été condamné à mourir dans une chaise électrique. Condamné à tort pour le meurtre de Betty Jones Beniker et Mary Emma Thames. En effet, en mars 1944, Betty Jones Beniker, 11 ans, et Mary Emma Thames, 7 ans, faisaient du vélo à Alcolo à la recherche des fleurs. Quand elles ont croisé sur leur chemin George Steiny Jr. et sa sœur Amy. Arrêtés et ont demandé où elles pouvaient trouver les Maypops, qui sont des fruits jaunes et comestibles. C'était apparemment la dernière fois que les filles ont été vues en vie. Beniker et Thames, qui étaient blanches, ne sont jamais rentrées. Leur disparition avait incité les centaines de résidents d'Alcolo, y compris le père de Steiny, à se rassembler et rechercher les petites filles disparues. Ce n'est que le lendemain que leurs cadavres avaient été découverts dans un fossé détrempé. Lorsque le docteur Asbury Cecil Borzot avait examiné leur corps, il avait aussitôt conclu au viol. Thames avait un trou qui perçait directement du front dans le crâne, ainsi qu'une coupe de 2 pouces de long au-dessus de son sourcil droit. Pendant ce temps, Beniker avait reçu au moins 7 coups à la tête. Il avait été noté plus tard qu'à l'arrière de son crâne, il ne restait plus qu'une masse d'os écrasée. Le docteur Borzot conclut alors que Thames et Beniker avaient des blessures qui étaient probablement causées par un instrument rond et de la taille de la tête d'un marteau. Une rumeur avait circulé selon laquelle les jeunes filles s'étaient arrêtées dans une famille blanche éminente le jour même de leur meurtre. Mais malheureusement, cela n'avait jamais été confirmé. Et la police, quant à elle, ne semblait évidemment pas être à la recherche d'un tueur blanc. Lorsque les agents de l'application de loi de Clarendon ont appris par un témoin que les jeunes filles avaient été aperçues en train de s'entretenir avec George Steiny Jr. et sa sœur, ils s'étaient empressés de se rendre chez lui. Et de là, George Steiny avait été menotté et interrogé pendant des heures dans une petite pièce sans ses parents, sans aucun avocat et sans aucun témoin. Après 2 heures infernales d'interrogatoire, les empreintes de George Steiny avaient été prélevées. La police avait affirmé que George Steiny Jr. avait avoué assassiner les 2 filles après que son plan d'avoir les relations sexuelles avec l'une d'elles ait échoué. Un officier nommé H.S. Newman avait écrit dans une déclaration manuscrite, je cite: « J'ai arrêté un jeune homme au nom de George Steiny Jr. et il a confessé avoir assassiné les 2 jeunes filles. Il m'a ensuite fait une confession et m'a dit où je pouvais trouver un morceau de fer d'environ 15 pouces de long. Et il m'a dit qu'il l'avait caché dans un fossé à environ 6 pieds du vélo. » Newman avait refusé de révéler où était détenu George Steiny Jr., car les rumeurs sur son lynchage avaient été répandues dans toute la ville. Et même ses parents ne savaient pas où il était, et pourtant son procès approchait à grands pas. À cette époque,
14 ans était considéré aux États-Unis comme l'âge de la responsabilité et George Stinney était tenu comme étant le responsable de ces meurtres et qu'il devait en assumer les conséquences. Environ un mois après le décès des jeunes filles, s'était tenu le procès de George Stinney Jr., qui avait été ouvert dans un palais de justice du comté de Clarendon. L'avocat de George Stinney Jr., Charles Plowden, avait fait de son mieux pour défendre son client. Et au cours du procès qui avait duré 2 heures, Plowden n'avait appelé à la barre ni témoins, ni même présenté des preuves qui aurait pu jeter le doute sur les arguments de l'accusation. L'élément de preuve le plus important présenté par l'accusation contre George Stinney Jr. n'était juste que ses aveux présumés. Et pourtant, il n'y avait aucune trace écrite de l'adolescent admettant ces meurtres dont il était le principal accusé. Au moment de son procès, George Stinney Jr. n'avait pas revu ses parents depuis des semaines. En même temps, il avait trop peur d'être attaqué par une foule blanche. Donc, pour son procès au palais de justice, le jeune garçon était entouré uniquement de personnes blanches, jusqu'à 1500 d'entre eux. À la suite d'une délibération qui avait duré moins de 10 minutes, le jury entièrement blanc avait déclaré coupable sans remise de peine. Et le 24 avril 1944, le jeune adolescent avait été condamné à mort par électrocution. L'exécution de George Stinney Jr. n'avait pas été sans protestation. En Caroline du Sud, les organisateurs des syndicats ministériels blancs et noirs avaient demandé au gouverneur Olin Johnston d'accorder la clémence à George Stinney en raison de son jeune âge. Et pendant ce temps, des centaines de télégrammes affluèrent dans le bureau du gouverneur, le suppliant de faire miséricorde envers Stinney. Les partisans de Stinney avaient fait appel à tout, de l'idée de base de l'équité au concept de justice chrétienne. Mais malheureusement, rien de tout cela n'avait suffi à sauver George Stinney, sur qui venait de s'abattre le poids d'une justice injuste. Car le gouverneur en question avait affirmé avoir minutieusement étudié le cas et n'avait trouvé aucunement une circonstance atténuante pour George Stinney. Et le 16 juin 1944, George Stinney Jr. entra dans la chambre d'exécution du pénitencier de l'État de Caroline du Sud à Columbia, tenant une Bible sous le bras. Pesant seulement 95 livres, qui est à peu près 50 kilogrammes, il était vêtu d'une combinaison rayée. Attaché dans une chaise électrique de taille adulte, il était si petit que l'électricien d'État avait du mal à ajuster une électrode à sa jambe droite. Un masque plus grand que lui avait été placé sur le visage. Le capitaine adjoint lui avait demandé à George Stinney s'il avait un dernier mot à dire et George Stinney Jr. avait répondu « Non, monsieur ». Lorsque les fonctionnaires avaient allumé l'interrupteur, 2400 volts avaient traversé le corps de Stinney. Ses 2 yeux étaient écarquillés et larmoyants, et de la salive émanait de sa bouche. Et les spectateurs présents dans la pièce avaient assisté à ce spectacle lugubre sans aucune forme d'émotion. Ensuite, suivant 2 dernières secousses qui mirent fin à la vie de George Stinney. Stinney avait été déclaré mort. Le sort s'était abattu sur le jeune homme. En seulement 83 jours, il avait été accusé de meurtre, jugé, condamné et exécuté par l'État. Au plus grand regret de sa famille,
traumatisé à vie et une condamnation de meurtre annulée 70 ans plus tard. Catherine Robinson, l'une des sœurs de George Tenney Jr., avait témoigné de ce dont elle se souvenait du jour de son arrestation. Et le cas de George Tenney Jr., vieux de 70 ans, avait été réexaminé en 2014. Accusé de meurtre et condamné à la peine capitale, George Tenney Jr. avait été affranchi en 2014 et sa condamnation pour meurtre avait été annulée. Ses frères et sœurs apportaient des éclaircies selon lesquelles ses aveux avaient été forcés et que concernant ce meurtre en question, George Tenney Jr. avait un alibi. Au moment des meurtres en question, il était en compagnie de sa jeune sœur aimée, en train de regarder la vache de la famille. Par ailleurs, il avait été noté qu'un homme nommé Welford, alias Johnny Hunter, qui était en même temps le compagnon de cellule de George Tenney Jr., avait déclaré qu'en cellule, son compagnon Tenney Jr. avait nié avoir assassiné Banneker et Thames. Et il avait affirmé, selon les paroles de George Tenney, Tenney répétait « Je ne l'ai pas fait, je ne l'ai pas fait, je ne l'ai pas fait. Pourquoi veut-il me prendre ma vie pour quelque chose que je n'ai pas fait ?» Après plusieurs mois d'examen, le juge Carmen T. Mullen a enfin annulé la condamnation pour meurtre de George Tenney Jr. le 17 décembre 2014. Elle avait qualifié cette condamnation à mort de George Tenney Jr. de grande et fondamentale injustice. Les frères et sœurs de George Tenney Jr. ont été dans la joie et très ravis d'apprendre que leur frère avait été disculpé de ce meurtre hideux 70 ans plus tard. Et ils ont célébré le fait qu'ils aient pu vivre assez longtemps pour assister à cette apothéose. Ainsi donc s'achève la fameuse et douloureuse histoire injuste à propos de George Tenney. Et comme lui, il y a des milliers de personnes accusées injustement et qui sont ensuite liquidées à la place des vrais coupables. Le pauvre Tenney Jr. avait été captif d'un système sans foi ni loi qui n'avait eu aucune pitié, aucune émotion et aucune compassion pour lui, et brisant ainsi une famille qui, jusqu'aujourd'hui, vit dans le remords, dans le regret de la perte injuste d'un être cher. On leur a privé de l'amour de leur fils, on leur a privé de l'amour de leur frère, on leur a privé de l'amour du cousin, de l'amour du petit-fils. Et ça, c'est l'injustice. Et ainsi s'achève notre toute première histoire qui, j'en suis sûre, n'aura laissé personne indifférent. Vivement puisse cette histoire être prise en compte et servir de leçon pour nous aider à ralentir dans nos penchants égoïstes et nos préjugés qui nous poussent le plus souvent à commettre les injustices les plus incompréhensibles au monde. Allez, je vous donne le rendez-vous pour un futur très proche pour un autre numéro des histoires rocambolesques. C'était Maria MT pour vous servir. Hasta luego.